Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Et il est 8h16, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et de LCI, et c'est donc Christian Paul qui est notre invité ce matin, qui, vous le savez maintenant, est le leader des frondeurs avec donc cette conversation que nous allons avoir sur le 49.3 et sur l'état du gouvernement et de l'opposition, à la fois l'opposition de droite et l'opposition à l'intérieur du Parti Socialiste. Christian Paul, d'abord, bonjour. Bonjour. La première question est simple, est-ce que vous avez le sentiment que Manuel Valls, dans cette affaire, joue un jeu qui est antidémocratique ? D'abord, je pense que le 49.3 est toujours un échec collectif pour un gouvernement, pour notre majorité, disons-le. Et je ne m'en exclus pas. Nous ne sommes pas une opposition à l'intérieur, mais nous sommes aujourd'hui des socialistes persuadés que les choses pourraient se dérouler autrement. Vous ne l'auriez pas voté ? Le texte, non. Non, y compris parce qu'il a été rajouté une disposition qui s'éloigne totalement de nos principes, qui est l'indemnisation plafonnée des indemnités, donc en cas de licenciement abusif. C'est pas simplement une mesure pour faciliter les embauches. C'est une mesure qui plafonnerait les indemnités, qui plafonnera les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ça va avoir des conséquences pour les salariés âgés ou pour les cadres qu'on pourra assez facilement maintenant, puisqu'on connaîtra le montant de l'indemnité, licenciés dans des conditions qui n'étaient justement que la politique menée par Valls avec cette loi Macron, c'est une politique de droite. Je pense que c'est une politique qui s'éloigne de la gauche. Et je voudrais qu'on en mesure... Est-ce que c'est une politique de droite ? Sur ce point-là, oui, clairement. Sur ce point-là, clairement. Dans la loi Macron, il y a des dispositions toxiques, nous les avons dénoncées, insuffisance des contreparties salariales pour le travail du dimanche, l'extension avec un effet de brèche considérable pour l'avenir du travail dominical, mais aussi d'autres dispositions dont on a moins parlé, mais qui sont très inquiétantes, et notamment la fin de la responsabilité des groupes sur leurs filiales en cas de licenciement et de plan social. J'ai tellement de questions. Oui. Est-ce que vous considérez que, je ne vais pas dire philosophiquement, parce que ce serait un grand mot, mais que d'un point de vue politique, Hollande, qui a comparé récemment justement ce qu'il faisait aujourd'hui avec le Bourget, et si je puis dire, en employant un grand mot, un menteur, c'est-à-dire que fondamentalement, il s'est éloigné du Bourget, alors que lui dit tout ce que j'ai déclaré au Bourget va être réalisé. Mais dans ce cas-là, il faut le mettre dans le débat public et nous y participons. C'est pour ça que la notion de fronde est aujourd'hui totalement dépassée. C'est un débat public national sur la question de savoir qu'est-ce qu'on fait efficacement contre le chômage. Est-ce que c'est un échec. Pardon ? C'est un échec. Aujourd'hui, clairement, ça ne marche pas. Et persister avec la loi Macron sur des mesures dont l'ambition, en fait, est très limitée. Si nous critiquons la loi Macron, c'est à la fois parce qu'elle a quelques dispositions toxiques, mais aussi parce qu'elle manque d'ambition. Donc ça, c'est l'argument de Montebourg. Mais il n'a pas tort. Il n'est pas seul à le penser. Il y avait Jean-Christophe Cambadélis qui disait finalement Montebourg, c'est un plan qui est à la limite, disait-il. Oui, mais ça, c'est pas... Il faut pas déqualifier ses adversaires. Moi, je vais pas porter ce matin de jugement sur Jean-Christophe Cambadélis qui a passé une semaine aux abonnés absents à propos de la loi Macron, alors qu'on se retrouve à nouveau dans une crise politique. Et je voudrais qu'on mesure bien les conséquences de cette crise politique. Je pense d'abord que le Parti Socialiste, une semaine après son congrès, a perdu une occasion importante de jouer simplement son rôle, c'est-à-dire d'être un réducteur de tension au sein de la majorité. Je pense également que le Premier ministre s'éloigne de la gauche, et je pense également que Manuel Valls, à l'occasion de la loi Macron du 49.3, met en danger la réélection de François Hollande en 2017. Ce sont des mots lourds. Oui, bien sûr. Mais parce que c'est l'état d'esprit que je ressens dans le pays, bien au-delà de la gauche, et aussi au sein du Parti Socialiste. Mais est-ce que ça veut dire que si, par exemple, François Hollande se représente, vous êtes... je vous pose des questions à vous, pas à une nébuleuse, à Paul Christian de son prénom. Est-ce que vous ne voterez pas pour lui parce que c'est cette loi ? Mais ça n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis Manuel Valls met en danger la réélection de François Hollande en 2017 avec la méthode qu'il emploie, qui est une méthode de passage en force, et en distillant en deuxième lecture de ce texte, des dispositions supplémentaires qui s'éloignent totalement de la gauche. Mais est-ce qu'il faut qu'il parte, Manuel Valls, d'après vous ? Mais je pense en tout cas que c'est pas moi qui ai choisi le Premier ministre. Je n'aurais pas choisi celui-là. Je le dis à l'expérience, après un an d'expérience.
clairement, parce que vous savez, ma question. Lionel Jospin et Jean-Marc Ayrault n'ont jamais eu besoin de l'article 49.3 de la Constitution. J'ai toujours voté les lois présentées par Lionel Jospin et Jean-Marc Ayrault. Donc il y a un problème, Valls. Depuis un an, il y a des tensions. Cherchez l'erreur. Donc il y a un problème, Valls. Mais il y a un problème, effectivement, avec la méthode du Premier ministre, qui n'a pas passé une heure à rechercher le dialogue avec sa majorité. Il a eu probablement, ces derniers jours, ces dernières semaines, d'autres occupations que de rechercher un dialogue sincère et loyal avec sa majorité. Vous faites pas allusion à Berlin ? Non, pas du tout. Je fais allusion à l'absence de dialogue qui caractérise cette période. Alors justement, pardonnez-moi de vous répéter ces chiffres que j'évoquais tout à l'heure avec Guillaume Tabar sur Radio Classique, mais quand on lit qu'il y a eu, encore une fois, il faut être précis, 4374 heures de débat, 8000 amendements qui ont été étudiés et 25% entre eux qui ont été adoptés, c'est-à-dire plus de 2000 amendements. Vous dites qu'il n'y a pas eu de dialogue, mais qu'est-ce que c'est d'autre que ça ? C'est du travail parlementaire tout à fait sérieux. Macron a passé son temps à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les commissions. Vous connaissez la musique, en tout cas la procédure parlementaire. La procédure parlementaire permet effectivement un travail très précis sur des articles qui existent, que l'on amende, que l'on améliore. Mais là, la question qui était posée, c'était sur des questions de principe, sur des points durs, sur lesquels les uns et les autres, nous avons des convictions. Là, il n'y a pas eu de recherche d'accord. Là, il n'y a pas eu de dialogue. Donc, en fait, les rapporteurs ont travaillé. D'accord, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais on recherche, oui, mais enfin, tous les jours dans ce pays, on recherche des compromis. Avec qui aujourd'hui peut-on rechercher un accord sinon au sein de sa majorité ? Rien n'a été fait, ni en première lecture, ni au cours des dernières heures, pour ressouder une majorité qui n'a pas vocation à être fracturée, mais qui l'est progressivement à chaque étape, quand on lui impose des textes dont elle ne veut pas, qui ne sont ni efficaces en termes de résultats économiques, ni conforme aux principes que nous défendons en matière de droit du travail. Mais est-ce que vous considérez que la politique de François Hollande est une politique actuellement qui retend vers qui est en train de réévoluer vers la redistribution, ou est-ce que vous considérez qu'il est encore dans cette logique pro-business, pro-chef d'entreprise ? Mais je suis très surpris que l'on achète en quelque sorte les propositions des lobbyistes du MEDEF, parce que cette affaire du plafonnement des indemnités pour licenciement abusif, c'est dans les cartons du MEDEF depuis 15 ans. La droite n'avait pas acheté. Donc est-ce que la gauche doit prendre ? Voilà, c'est quand même une question. Donc si vous écoutez, finalement, François Hollande est plus à droite sur ce plan-là, et plus à droite que Nicolas Sarkozy. Écoutez, je pense en tout cas que cette disposition très précise-là est une erreur que nous allons porter jusqu'en 2017. C'est-à-dire ? Parce que c'est une faute, et c'est une faute visible. Parce que des salariés qui seront licenciés dans les mois qui viennent, qui verront leur préjudice pas réellement pris en compte par les prud'hommes comme c'était le cas dans le passé, considéreront très clairement qu'ils doivent à cette majorité la loi qui conduit à réduire leurs indemnités. Ça va vous faire hurler, Christian Paul, parce que je connais votre engagement politique, mais sur le dispositif social, vous entendrez des gens comme Philippot et Marine Le Pen qui sont pour le SMIC à 2000 €, etc., et qui reprennent une grande partie de mesures qui pourraient être qualifiées de gaulo-chevènementistes. Donc finalement, vous seriez plus proche idéologiquement, c'est pour ça que j'ai prévu, vous alliez hurler, de Marine Le Pen que de François Hollande et Manuel Valls, quoi. Non, je ne hurle leur pas. Dispositif social. Je ne hurle pas. Non, mais écoutez, le président de la République et sa majorité ont été élus sur mais ils vont vous balancer cet argument. Des programmes, sur un projet et des programmes. Effectivement, chaque fois qu'ils s'en éloignent, beaucoup de Français décrochent. Dans l'électorat, dans le peuple de gauche. Mais il l'a dit à la télévision, François Hollande, il l'a dit finalement, un certain nombre d'attitudes sont proches, vous vous souvenez des mots, c'était sur Canal+, un certain nombre d'attitudes à gauche sont proches des communistes des années 70. Il disait ça quand même avec un mélange de références historiques et de mépris. Mais c'était pas la meilleure partie de l'émission à laquelle vous faites allusion, qui a comporté d'ailleurs des échanges tout à fait intéressants. Mais face à une famille dans le Pas-de-Calais frappée par le chômage et la souffrance sociale, je pense qu'on peut trouver des mots et des actes d'une autre nature que, encore une fois, déqualifier telle ou telle position au sein de la gauche. Moi, je combats résolument et le Front National et le retour de Nicolas Sarkozy, parce que je sais que dans un cas c'est la démagogie absolue et dans l'autre cas c'est un programme dont beaucoup de Français ne veulent pas. Mais en même temps, ce matin vous flinguez à la fois le Premier ministre et le Président de la République, c'est quand même ça qui est paradoxal. C'est le Premier ministre qui affaiblit la gauche chaque fois qu'il a recours au 49.3 et qu'il met à profit un texte
au demeurant critiquable, pour rajouter à la dernière minute des dispositions qui n'ont aucun sens en termes d'efficacité économique. Donc moi, je suis très clair sur la responsabilité. Le Premier ministre prend les siennes et je prends les miennes devant vous ce matin. Je rappelle donc, Christian Paul, vous êtes parlementaire et à la fois donc le leader des frondeurs. Et il y a beaucoup de gens donc qui, à gauche, tiennent des positions comme les vôtres. Est-ce que vous considérez ce matin, dernier point, qu'il faut, justement pour trancher ces affaires, qu'il y ait des primaires à gauche, même si c'est très compliqué de les organiser à la dernière minute pour que votre sensibilité, ou celle de Montebourg, ou celle de Duflot, ou celle de Mélenchon puisse s'exprimer? Les primaires ont bien réussi en 2012. Elles sont dans les statuts du Parti socialiste, donc elles ne seront pas effacées d'un revers de main. Elles ne sont pas effaçables. Bon, nous avons décidé de faire ce choix dans un an, et au moment où nous parlons, c'est vrai, on peut considérer que des primaires... Parce que l'intérêt, pardonnez-moi, mais pour l'instant, la position Cambadélis-Valls-Hollande, c'est pas de primaire. Alors officiellement, ils disent, on peut toujours y réfléchir, oui, mais l'arrière-pensée... J'ai entendu des positions plus nuancées, y compris de la part de Jean-Christophe Cambadélis, parce que le problème du président de la République sortant, soit il est candidat, et il faut qu'il soit au deuxième tour. Et très franchement, pour être au deuxième tour, il va falloir quand même sérieusement changer de politique. Bon, soit lui-même considère qu'il n'est pas en situation, tout simplement parce que le chômage aura continué d'augmenter. Et dans ce cas-là, effectivement, une primaire est encore plus nécessaire. Merci Christian Paul d'être venu ce matin donc exprimer votre point de vue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI, nos amis de LCI, donc nous allons retrouver tout de suite, et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci.